Ceci est le message d'un spectateur nommé Théodore. Et quand je l'ai lu la première fois, je suis resté un long moment devant mon écran sans rien faire, parce que c'est pas l'histoire habituelle qu'on entend sur cette chaîne. C'est pas un homme ruiné par une inconnue rencontrée sur Internet. Ce n'est pas un homme trahi par une jeune femme d'un bar de Pattaya. Ce n'est pas un homme qui a perdu sa maison, sa dignité et ses économies en Thaïlande. C'est un homme qui a vécu 3 années parfaitement satisfaisantes à Chiang Rai, dans un petit appartement calme de la périphérie, à marcher le matin entre les rizières, à apprendre lentement une langue nouvelle, à lire plus de livres qu'il n'en avait lu pendant 20 ans de vie professionnelle. Un homme qui avait trouvé quelque chose de rare, quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais y parvenir. Et qui a décidé, un soir de décembre gris à Caen, sous la pluie normande et sous une nostalgie mal démêlée, de rentrer en France. Définitivement. Sans essai préalable, sans période de test, sans se donner le temps d'examiner sérieusement les raisons qu'il invoquait à lui-même. Ce que Théodore a découvert après son retour, il l'écrit aujourd'hui avec une ironie douce et sans amertume, mais avec la lucidité d'un ancien responsable des achats qui sait reconnaître une décision mal étudiée quand il en voit une. La Thaïlande ne l'avait pas trahi. C'est lui qui s'était trahi lui-même. Et il tient à partager cette histoire, non pas pour se plaindre, mais pour éviter que d'autres commettent la même erreur silencieuse. Je m'appelle Théodore Marchesseau-Longueville, j'ai 68 ans, je vis à Rouen depuis 20 mois, et je vais vous raconter la plus grande erreur de ma retraite. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être présent parmi nous. Je vais vous raconter une erreur. Pas l'erreur d'être allé en Thaïlande. Cette partie de ma vie s'est très bien passée. L'erreur d'en être revenu. Je suis parti là, bas à 63 ans, après une carrière de 29 années comme responsable des achats dans une entreprise normande de textile industriel. J'ai vécu 3 années à Chiang Rai, dans un appartement de 2 pièces que je louais 8500 bahts par mois, ce qui faisait à l'époque environ 230 €. Et j'ai marché tous les matins entre 50 et 60 minutes le long des rizières de la périphérie. J'ai appris 100 mots de thaï. J'ai lu plus de livres pendant ces 3 années que pendant les 20 années précédentes. Et puis un jour, je suis rentré en France. Ça, c'était l'erreur. Je suis assis en ce moment dans un appartement de location à Rouen, dans le quartier de la Rive Droite, où j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte, et il pleut sur la fenêtre pendant que je vous parle. Je paye 1100 € par mois pour cet appartement. Mutuelle complémentaire comprise, j'arrive à 2200 € de charges mensuelles, sur une pension nette de 2400 €. Je vis avec une marge de 200 € par mois. À Chiang Rai, ma marge mensuelle était de 1500 €. Je vais y revenir. Mais je voulais que vous ayez ces chiffres en tête dès le début, parce que c'est le squelette de l'histoire. Le reste, c'est la chair qu'on met autour. Je vais commencer par vous raconter les 3 années à Chiang Rai, parce que si je ne le fais pas d'abord, vous ne comprendrez pas ce que j'ai perdu. J'avais visité Chiang Mai 2 fois avant de me décider, et j'avais trouvé que le développement touristique y était trop visible à mon goût. Trop de restaurants pour occidentaux, trop d'agences de voyage, trop de compatriotes qui parlaient fort dans les cafés. Chiang Rai me convenait mieux. Ville de taille humaine, environ 200 000 habitants, infrastructure suffisante pour ce que je cherchais, une petite communauté francophone modeste mais existante, un climat un peu plus frais que Bangkok à cause de l'altitude, des matinées où l'air garde une fraîcheur qui rappelle les débuts d'automne en Normandie sans le froid mordant. J'avais choisi mon appartement après 3 semaines de recherche méthodique. 2 pièces au rez-de-chaussée d'une petite résidence tranquille, avec un balcon qui donnait sur un jardin planté de bougainvilliers. Le propriétaire était un Thaïlandais d'une 60aine d'années, ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, qui parlait un anglais lent et correct et qui n'a jamais augmenté mon loyer pendant 3 ans. Le contrat se reconduisait annuellement, sans négociation, sans surprise, sans embarras. C'est un détail qui peut paraître mineur, mais qui compte quand on approche de la 60aine. La prévisibilité est une forme de repos. Ma journée était organisée autour de rythmes que je m'étais choisi. Je me levais à 6h30, je préparais un café à la maison, je sortais marcher à 7h avant que la chaleur ne monte. La marche durait entre 50 et 60 minutes selon la boucle que je prenais. Il y en avait 4 principales, que j'avais nommées en français dans ma tête: la boucle des rizières, la boucle du Temple Bleu, la boucle du Marché et la boucle du Fleuve. Je les alternais sans logique particulière selon l'envie du matin. Au bout de quelques mois, les villageois qui vivaient le long de ces itinéraires m'avaient reconnu. On se saluait d'un signe de tête, parfois d'un mot en thaï dont je découvrais lentement les nuances. Il y avait une vieille femme qui vendait des fleurs de lotus près d'un petit temple secondaire, et elle m'avait progressivement offert un vocabulaire d'une 10aine de mots liés aux fleurs,
aux jours de la semaine, aux offrandes. Je comprenais pas la moitié de ce qu'elle me disait, mais je comprenais qu'elle me disait quelque chose. Et cette différence entre ne rien comprendre et comprendre qu'on vous parle est une des choses les plus douces que j'ai vécues à cet âge-là. 3 matins par semaine, je passais par le marché du matin en revenant de ma marche. J'y achetais des fruits, des légumes, parfois du poisson, parfois une soupe qu'on me servait dans un sachet en plastique noué. Le marché ouvrait à 5 heures et fermait vers 10 heures et à 8h30, quand j'y passais, l'activité était encore intense. Les vendeuses me connaissaient. On m'appelait par une déformation de mon prénom que je trouvais touchante, une sorte de Théo, prononcé rapidement avec un sourire qui n'était ni forcé ni commercial. Je payais en petites coupures que je préparais la veille au soir pour ne pas avoir à sortir un billet de 1000 bahts et embarrasser tout le monde. Je rentrais avec mes sacs, je rangeais mes courses, je prenais une douche et j'entamais ma matinée de lecture ou d'étude du Thaï. J'avais engagé un professeur particulier de Thaï le mardi et le jeudi, 2 heures chaque fois, à mon domicile. C'était un jeune homme du quartier, la trentaine, ancien étudiant en linguistique, qui gagnait sa vie en donnant des cours à des étrangers installés à Chiang Rai. Il s'appelait Wishai. Je lui payais 400 bahts de l'heure, ce qui faisait environ 10 euros, et il arrivait toujours avec 5 minutes d'avance. Il apportait ses propres feuilles, ses propres exercices, et il avait compris très tôt que je n'apprendrais jamais à lire l'alphabet thaï couramment, mais que je voulais parler correctement les 100 mots dont j'avais besoin pour ma vie quotidienne. Il m'a construit un programme sur cette base. À la fin de la première année, je pouvais commander mes repas, remercier correctement, discuter du temps, demander mon chemin, féliciter quelqu'un pour un mariage ou un enfant et présenter des condoléances. C'était peu et c'était suffisant. Wishai me disait que la plupart de ses élèves étrangers voulaient apprendre trop de choses à la fois et se décourageaient au bout de 6 mois. Il avait raison. Moi, j'apprenais lentement, sans ambition, et je n'ai jamais été découragé. Les après-midi étaient consacrés à la lecture, à des excursions courtes en scouté dans la province, à des visites de temples secondaires que les touristes ne connaissaient pas, ou à des cafés climatisés où je m'installais avec un livre pendant que la chaleur culminait dehors. J'avais pris un abonnement dans une petite bibliothèque francophone tenue par une association d'expatriés où je pouvais emprunter des romans, des essais, des biographies en français. J'ai lu là bas des livres que je n'aurais jamais ouverts pendant ma vie professionnelle. J'ai relu Montaigne, ce qui à 64 ans m'a fait un tout autre effet qu'à 20. J'ai lu tous les récits de voyage de Nicolas Bouvier, j'ai lu Simon Leys, dont j'avais jamais entendu parler avant de partir. J'ai lu Kenneth White, un poète écossais que je découvrais grâce à un livre laissé par un ancien membre de l'association. La lecture était devenue une activité principale de mes journées, pas un remplissage de temps mort. Ce déplacement d'importance entre la lecture et le reste, je ne l'avais jamais connu avant. Ma vie sociale s'est construite lentement, comme il se doit à mon âge et dans une ville étrangère. J'avais rencontré 3 ou 4 compatriotes francophones réguliers au bout d'environ 6 mois. Le noyau était constitué de 2 personnes que je vais vous présenter maintenant parce qu'elles vont revenir dans le récit. La première s'appelait Sigrid Claire. Elle avait 60 et 1 an quand je l'ai connue, elle était suissesse, originaire de Zurich, ancienne responsable de communication dans une organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans les questions de développement rural. Elle avait pris une retraite anticipée à 56 ans et s'était installée à Chiang Rai 5 ans avant mon arrivée. Elle travaillait bénévolement pour une petite association locale de protection animale qui recueillait des chiens errants dans la région et qui gérait une clinique vétérinaire à tarif très bas pour les habitants des villages alentours. Sigrid parlait un français impeccable, avec l'accent presque imperceptible qu'ont les Suisses alémaniques cultivés, et elle avait ce mélange rare de gentillesse profonde et de franchise directe qu'on trouve parfois chez les femmes de son âge qui n'ont plus rien à prouver à personne. Elle habitait une petite maison en bois traditionnel à 15 minutes de mon appartement, avec 3 chiens qu'elle avait recueillis et un jardin où elle faisait pousser des légumes européens qui poussaient mal à cause du climat, mais qu'elle continuait à cultiver par principe. Before I continue with the story, I want to mention something for anyone watching who's genuinely thinking about retiring or relocating to Thailand. There's a right way and a wrong way to do this, and the difference usually comes down to information. My name is Robert Whitfield, and I've put together an ebook called Retire in Thailand. It's the honest guide to retiring there, with real numbers on visas, costs, healthcare, and the traps nobody warns you about. It's not a fantasy brochure, and it's not fear-mongering. It's the practical, unglamorous truth that could save you from becoming the next story on this channel. If you're serious about Thailand, check the link in the description or my pinned comment before you make any decisions. Now, back to the story.
L'autre personne s'appelait Pierre Hubert d'Alençon-Vaury. Il avait 68 ans quand je l'ai connu, il était lyonnais d'origine, ancien ingénieur dans le secteur de l'énergie, installé à Chiang Rai depuis 7 ans après un divorce à l'amiable et le départ de ses enfants vers leur vie adulte. Pierre Hubert avait le tempérament réservé et ironique des Lyonnais bourgeois de sa génération. Il aimait la bonne cuisine et le vin. Il détestait le folklore expatrié et refusait catégoriquement de participer aux dîners organisés par les associations qu'il jugeait trop grégaires. Nous nous voyions une fois par semaine, généralement le vendredi soir, dans un petit restaurant tenu par un couple thaïlandais qui préparait une cuisine locale simple et sans concession. Nous parlions de livres, de politique française, de ce qu'il appelait avec un sourire fatigué la lente dégringolade du continent européen, et de la question qui revenait toujours au bout de quelques verres, qu'est-ce que nous faisions ici et est-ce que nous y resterions? Le contact avec ma famille en France était hebdomadaire. Ma fille Gwenaëlle, qui avait 35 ans quand je suis parti et qui vivait à Cannes avec son mari technicien de maintenance et leurs 2 enfants, m'appelait tous les dimanches, soir à 9h heure française, ce qui faisait 1h du matin, heure thaïlandaise. Je restais éveillé pour ses appels et je dormais ensuite jusqu'à 7h. Mon fils Tanegui, qui avait 32 ans à mon départ et qui vivait à Rennes avec sa compagne et leur jeune enfant, m'appelait moins régulièrement, environ une fois par mois, mais nos échanges étaient chaleureux. Il travaillait comme développeur informatique en télétravail et il avait une vie qui, lui, ressemblait calme et organisée. Il n'avait jamais désapprouvé mon départ pour la Thaïlande. Il n'avait jamais rien exigé de moi. Il continuait sa vie et il incluait la mienne dans un coin bienveillant de son emploi du temps mensuel. Au cours de ma 2e année à Chiang Rai, Gwenaëlle est venue me rendre visite avec ses 2 enfants. Le séjour a duré 10 à 8 jours et il s'est parfaitement passé. J'avais préparé son arrivée avec le sérieux d'un projet d'entreprise. J'avais réservé une chambre d'hôtel pour eux dans une petite résidence familiale à 5 minutes de mon appartement parce que je savais que mon 2 pièces serait trop étroit pour 4 personnes. J'avais organisé des excursions adaptées aux enfants, qui avaient à l'époque 5 et 3 ans. J'avais négocié, à l'avance avec Wichai, mon professeur de thaï, pour qu'il vienne apprendre quelques mots de politesse aux enfants, ce qui les a mis dans un état de fierté que Gwenaëlle m'a rappelé plusieurs fois par la suite. J'avais fait la connaissance de leur pédiatre thaïlandais avant leur arrivée, en cas de besoin. J'avais tout prévu, comme je prévoyais tout dans mon ancien métier, et Gwenaëlle est repartie en me disant qu'elle n'avait jamais vu son père aussi présent et aussi disponible qu'à Chiang Rai. Ces mots-là, je les ai retenus. J'aurais dû les retenir mieux. Ma santé était excellente pendant ces 3 années. Je faisais un bilan complet chaque année dans une clinique privée de Chiang Rai qui prenait en charge les étrangers avec un protocole clair et à des tarifs raisonnables. Le bilan complet me coûtait environ 6 000 bahts, ce qui faisait à peu près 160 €, et il incluait analyse sanguine, électrocardiogramme, échographie abdominale, examen ophtalmologique et consultation générale. Les résultats étaient systématiquement satisfaisants. Ma tension artérielle s'était même améliorée par rapport à mes dernières années professionnelles, ce que le médecin thaïlandais attribuait à la marche quotidienne et à un régime alimentaire moins riche en produits transformés. J'avais gardé mon assurance santé internationale depuis mon premier jour, avec une garantie de renouvellement, ce qui me coûtait un peu plus de 2 000 € par an, mais qui me couvrait pour toute urgence sérieuse dans un hôpital privé de Chiang Mai ou de Bangkok en cas de besoin. Cette assurance était le seul poste budgétaire important de ma vie thaïlandaise, et je la considérais comme non négociable. Voilà ce qu'était ma vie à Chiang Rai. Je vais vous décrire maintenant l'état intérieur dans lequel elle me plaçait, parce que c'est le point le plus difficile à expliquer et le plus important à comprendre. Je vivais dans une forme de satisfaction quotidienne que je n'avais jamais connue pendant ma vie de responsable des achats. C'était pas du bonheur au sens éclatant du terme, c'était pas de l'euphorie, c'était pas non plus de la sérénité orientale de brochures touristiques, c'était quelque chose de plus modeste et de plus solide. C'était la satisfaction de disposer de son temps, de préparer un repas sans se presser, de regarder passer les gens dans une rue sans être pressé d'aller ailleurs, de lire un livre entier avant de le reposer, de converser dans une langue qu'on apprend lentement, avec des gens qu'on ne comprend qu'à moitié, mais avec qui on rit quand même. C'était la satisfaction de vivre une journée à la fin de laquelle on ne se demandait pas ce qu'on avait fait. J'avais marché, j'avais lu, j'avais parlé thaï pendant 2 heures, j'avais dîné avec Pierre Hubert, j'avais appelé ma fille. La journée avait une forme reconnaissable et une utilité intérieure. 29 ans dans les achats ne m'avaient jamais offert ça. Et puis, un jour, à la fin de la 3e année, tout ça s'est mis à basculer.
Pas d'un seul coup, progressivement, sous l'effet de 4 facteurs différents qui, examinés séparément, auraient tous été gérables, mais qui, examinés ensemble et pas assez rigoureusement, ont produit une décision précipitée. Je vais vous les décrire un par un, en essayant d'être aussi honnête que possible sur ce qui, chez chacun d'eux, était réel, et sur ce qui, chez chacun d'eux, ne justifiait pas ce que j'en ai fait. Le premier facteur a été une douleur thoracique apparue un soir d'octobre de ma 3e année. J'étais tranquillement en train de lire dans mon salon quand j'ai ressenti une pression au niveau du sternum, pas violente, pas invalidante, mais suffisamment inhabituelle pour me mettre mal à l'aise. La douleur a duré environ 3/4 d'heure, puis elle s'est estompée. Le lendemain matin, elle est revenue pendant ma marche, puis elle a disparu à nouveau. J'ai pris rendez-vous à la clinique privée le jour même. Le médecin m'a fait un électrocardiogramme complet, une échographie cardiaque et une analyse sanguine élargie. Tout était parfaitement normal. Le diagnostic a été formulé en anglais posé, une douleur d'origine musculaire probablement liée à une tension au niveau des muscles intercostaux, avec une composante possible d'anxiété selon un mode que le médecin appelait somatisation légère. Il m'a prescrit un anti-inflammatoire léger et il m'a recommandé de revenir si la douleur persistait au-delà de 3 semaines. La douleur a disparu au bout de 2 semaines. Je n'y ai plus repensé sur le moment, mais quelque chose s'était installé quelque part dans mon arrière-plan mental. J'avais eu peur. Pas une peur violente. Une peur légère, résiduelle, qui a commencé à travailler en dessous de ma conscience pendant que ma vie extérieure continuait comme avant. Le deuxième facteur a été ma fille Gwenaëlle. Elle avait, depuis un peu plus d'1 an, commencé à formuler avec la douceur de quelqu'un qui ne veut pas paraître exigé, un souhait qui revenait de plus en plus régulièrement dans nos conversations dominicales. Elle voulait que ses enfants me connaissent vraiment. Elle disait vraiment avec une insistance polie, en la répétant, en la reformulant, comme si le mot vraiment recouvrait quelque chose qui allait au-delà des visioconférences et des vidéos que je leur envoyais. Elle expliquait sans jamais me faire de reproches que Julien et Constance, mes petits-enfants, savaient que leur grand-père vivait en Thaïlande, mais qu'ils n'avaient pas de représentation charnelle de moi. J'étais un homme sur un écran qui leur parlait le dimanche soir. Elle disait que sa mère, mon ex-femme Françoise, dont elle avait maintenu de bonnes relations après notre divorce à l'amiable 9 ans plus tôt, avait pu construire avec les enfants une relation qui incluait la présence physique régulière, l'odeur du gâteau au yaourt du dimanche, le trajet en voiture avec sa grand-mère, les câlins prolongés. Moi, je n'avais que l'écran et le lien téléphonique. Gwenaëlle n'a jamais formulé la demande explicite de mon retour. Elle a simplement laissé cette différence s'installer, patiente, dans nos échanges. Elle avait raison. C'était une raison réelle. Mais la réponse appropriée à cette raison n'était pas ce que j'en ai finalement fait. Le troisième facteur a été le séjour de Noël à Caen, chez Gwenaëlle, un séjour que je faisais chaque année depuis mon départ pour la Thaïlande et qui s'était toujours bien passé. Cette année-là, la troisième, il pleuvait tous les jours, une pluie normande fine et persistante, tombant sur une lumière grise qui s'éteignait à 16 heures. Un week-end en particulier, un samedi et un dimanche, où nous étions restés confinés à la maison avec les enfants parce que il faisait trop mauvais pour sortir. Quelque chose s'est passé en moi que j'ai pas su nommer sur le moment. Assis dans le salon de ma fille, avec Julien qui construisait une tour en briques de plastique à mes pieds et Constance qui feuilletait un album de photos de famille contre mon épaule, j'ai eu une bouffée de nostalgie qui m'a submergé pendant une bonne minute. Une nostalgie de la France. C'est comme ça que je l'ai formulée dans ma tête à ce moment-là. Je l'ai reprise sans la questionner. La nostalgie de la France m'est tombée dessus dans ce salon de Caen sous la pluie, avec ma petite fille contre moi et mon petit-fils à mes pieds, et j'ai pensé, il faudrait rentrer. Je vous demande de retenir cette formulation. Je vais revenir plus tard. Parce qu'elle recèle un des mensonges les plus efficaces qu'on peut se faire à soi-même. Le quatrième facteur, moins émotionnel que les 3 précédents, avait à voir avec l'idée qu'après 3 ans, j'avais fait le tour de ce que Chiang Rai pouvait m'offrir. J'avais épuisé les excursions provinciales que je voulais faire, j'avais visité les temples principaux et une bonne partie des secondaires. J'avais lu la plupart des livres en français disponibles dans la petite bibliothèque de l'association. Mon niveau de taille plafonnait autour du seuil que Wichai et moi avions fixé et je n'avais pas la motivation d'aller au-delà. Je me disais, tu as fait ce que tu es venu faire. Il est temps de passer à autre chose. Je vais revenir sur ce facteur aussi. C'était le plus faux des 4. Ces 4 facteurs se sont mélangés
pendant les mois qui ont suivi le séjour de Noël. La douleur thoracique disparue laissait derrière elle une inquiétude résiduelle. La demande implicite de Gwenaël continuait à travailler en filigrane. La nostalgie du salon de Caen était devenue une référence intérieure que je consultais sans m'en rendre compte. L'idée que j'avais fait le tour s'installait comme une évidence, et sous ces 4 facteurs, il y en avait un 5e que je n'ai pas nommé, et qui a exercé la pression la plus décisive. Je vais vous le décrire maintenant parce que c'est le point le plus important de tout ce que j'ai à vous dire. Sous la surface de mes 4 bonnes raisons, il y avait une peur légère et persistante que je n'ai pas su, ou pas voulu, nommer. La peur que ma vie thaïlandaise reste, à la longue, extérieure à moi. La peur d'observer la Thaïlande sans jamais vraiment y habiter. La peur de finir comme ces expatriés dont je lisais parfois les récits sur des forums francophones et dont je regardais parfois les vidéos sur cette plateforme même où vous m'écoutez maintenant. Ces expatriés dont les récits me semblaient tristes, dont la vieillesse me semblait solitaire, dont les femmes taïes finissaient par les épuiser financièrement ou par les quitter, dont les fils métropolitains s'étaient distendus jusqu'à la rupture. J'ai regardé ces récits en me disant « Moi, je ne finirai pas comme ça ». J'ai regardé ces vidéos avec la conviction que mon cas était différent parce que j'étais plus préparé, plus mesuré, plus économe, plus lucide. Mais sous cette conviction, il y avait la peur que, en réalité, je finisse quand même comme ça à 4-20 ans, seul dans un appartement de Chiang Rai avec un scooter cassé et une pension qui s'effriterait sous une inflation locale que je n'avais pas prévue. Cette peur, je ne l'ai jamais examinée. Je ne lui ai jamais donné de nom. Elle a exercé sa pression dans l'obscurité, sans être nommée, et c'est précisément parce qu'elle n'était pas nommée qu'elle a été si efficace. Une peur nommée peut être discutée, une peur nommée peut être confrontée à ses propres arguments et défaite si elle n'est pas fondée. Une peur non nommée continue à pousser dans un coin obscur et à orienter les décisions sans qu'on comprenne pourquoi on décide dans un sens plutôt que dans l'autre. C'est cette peur non nommée qui, plus que la douleur thoracique, plus que la demande implicite de Gwenaël, plus que la nostalgie du salon de Caen, plus que l'idée que j'avais fait le tour, m'a fait décider de rentrer en France définitivement au terme de ma 3e année à Chiang Rai. La décision a été prise sur environ 6 semaines, entre le début du mois de mai et la mi-juin, dans un état de conviction croissante que je confondais avec de la lucidité. J'ai fait mes calculs. J'ai regardé les prix de location à Rouen, j'ai regardé les démarches administratives, j'ai regardé ce que je devais résilier à Chiang Rai, j'ai regardé ce que je devais vendre ou donner. J'ai organisé le retour comme j'aurais organisé un dossier d'achat important dans mon ancienne vie. Sauf sur un point, je n'ai jamais organisé, comme j'aurais dû le faire pour n'importe quel dossier d'achat de plus de 10 000 € dans mon ancienne vie, une séance d'examen critique des 4 raisons invoquées. Je me suis jamais assis à la table de ma cuisine avec une feuille de papier pour écrire les 4 raisons et les confronter à des contre-arguments. Je ne me suis jamais demandé, en toutes lettres et par écrit, si chacune de ces raisons justifiait à elle seule un retour définitif, et si tout ensemble elle le justifiait davantage. J'ai fait tout le reste avec méthode. Cette étape-là, la seule qui comptait vraiment, je l'ai sautée. J'ai annoncé ma décision à Sigrid Claer un après-midi, dans la véranda de sa maison en bois, autour d'un thé au jasmin qu'elle préparait avec une théière en fer forgé qu'elle avait rapporté de Zurich. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Elle a posé sa tasse, elle a levé les yeux, et elle m'a regardé longuement. Puis elle a prononcé 3 mots, tu en es sûr. Elle n'a pas mis de point d'interrogation dans sa voix. C'était une affirmation posée sous la forme d'une question, une manière de me signifier que la réponse dont j'avais besoin ne se trouvait pas dans son opinion à elle, mais dans un examen que je n'avais pas fait. J'ai répondu oui. Sigrid a hoché la tête, elle a bu son thé, elle a changé de sujet. Elle m'a parlé des 3 chiens qu'elle venait de faire vacciner, d'un projet d'agrandissement de la clinique vétérinaire, d'un livre qu'elle venait de finir sur la philosophie chinoise. Elle m'a plus jamais reposé la question. Elle a compris que si je l'entendais pas dans sa formulation simple, je n'allais pas l'entendre dans une formulation plus insistante. Elle m'a laissé à ma décision. J'ai mis 10 à 8 mois à comprendre ce que ces 3 mots contenaient. La première question implicite était « Es-tu sûr des raisons que tu invoques ?» La seconde question implicite était « Es-tu sûr d'avoir examiné ces raisons avec le sérieux que tu leur dois ?» J'ai répondu oui aux 2 sans les avoir entendues. C'est ma faute, pas la sienne. Elle avait posé la question qu'il fallait poser, j'ai pas su l'écouter. Pierre Hubert d'Alençon-Vaury m'a accompagné à l'aéroport de Chiang Rai le jour de mon départ. Nous étions convenus qu'il conduirait parce qu'il refusait catégoriquement l'idée que je prenne un taxi pour un trajet aussi symbolique. Nous avons roulé en silence pendant la moitié du chemin.
À un feu rouge, il m'a dit, en regardant la route droit devant lui, tu sais que la porte reste ouverte, il y aura toujours un vol de retour et il y aura toujours un appartement à louer à Shanghai. J'ai souri. J'ai répondu, je sais, mais je pars pour rester en France cette fois. Il n'a pas insisté. À l'aéroport, devant les portes des départs internationaux, il m'a serré la main en gardant ma main un peu plus longtemps que d'habitude. Il m'a regardé avec une expression, j'ai compris ce que bien plus tard, c'était l'expression d'un homme qui regarde partir quelqu'un que la vie va décevoir. Ce n'était ni du reproche, ni de la pitié, ni de l'inquiétude déplacée. C'était la reconnaissance calme, par un homme de 68 ans, d'un scénario qu'il avait vu se dérouler chez d'autres, et qu'il voyait se dérouler à nouveau devant lui, sans pouvoir l'empêcher. Il a dit « Bon voyage Théodore, prends soin de toi ». Je passais de l'autre côté du contrôle des passeports. En me retournant une dernière fois, je l'ai vu debout derrière la vitre, les mains dans les poches, avec cette même expression posée. Je pensais que j'allais oublier cette scène. Je l'ai portée en moi tous les jours, des 20 mois qui ont suivi. L'atterrissage à Paris s'est fait par un matin de fin juin, dans une lumière blanche et une chaleur d'orage. Le vol de correspondance jusqu'à Rouen a duré une petite heure. J'avais loué un petit appartement meublé pour les 3 premières semaines, le temps de trouver un logement définitif. Je suis arrivé dans cet appartement provisoire vers 10 à 8 heures. J'ai posé mes 2 valises. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu une rue rouennaise que je connaissais depuis mon enfance, avec des façades gris-beige, un platane à moitié taillé, un bus de la ligne 5 qui passait avec 2 passagers à l'intérieur. J'ai ressenti un premier signal que je n'ai pas su interpréter. C'était pas de la joie, c'était pas non plus du regret, c'était une forme de neutralité étrange, comme si mon corps attendait de savoir ce qu'il devait ressentir avant de le ressentir. J'ai attribué cette neutralité à la fatigue du voyage. Je suis allé me coucher tôt. Le lendemain matin, la neutralité était toujours là. J'ai commencé la recherche d'un logement définitif dès la première semaine. J'avais vendu mon appartement rouennais 1 an avant mon départ pour la Thaïlande, dans le cadre de la préparation de ma vie thaïlandaise. Cette vente m'avait rapporté à l'époque 135 000 € net. Combinée à mon épargne accumulée pendant ma carrière et à la liquidation d'un plan d'épargne entreprise, elle m'avait constitué un patrimoine net d'environ 220 000 € au moment du départ. 3 années de vie thaïlandaise à budget mesuré m'avaient coûté environ 35 000 € tout compris, y compris mon assurance santé internationale, y compris mes billets d'avion pour les séjours de Noël en France, y compris quelques achats exceptionnels comme un ordinateur portable et un appareil photo. Je rentrais donc avec un patrimoine net d'environ 185 000 € et une pension mensuelle nette de 2 400 €. J'ai pris rendez-vous avec une agence immobilière du centre-ville. L'agente qui m'a reçu était une femme d'une 40aine d'années, professionnelle et courtoise, qui m'a présenté rapidement l'état du marché locatif rouennais pour un profil comme le mien, homme, seul, retraité, cherchant 1, 2 ou 3 pièces dans un quartier calme avec de bonnes prestations. Elle m'a annoncé des fourchettes de loyer entre 1 000 € et 1 200 € pour un 2 pièces convenable, avec des variations selon le quartier, l'étage, la présence ou l'absence de balcon, la proximité des commerces. J'ai regardé les fiches qu'elle me tendait. J'ai visité 3 appartements dans la semaine qui a suivi. Devant la fenêtre du 2e, une petite pièce lumineuse au 3e étage, sans ascenseur, d'un immeuble bourgeois du 19e siècle sur les hauteurs de la rive droite. L'agente m'expliquait les charges, la taxe d'habitation, la mutuelle, tout ce qu'il faudrait ajouter au loyer de base de 1 100 €. Pendant qu'elle parlait, je faisais un calcul mental que je n'ai pas pu m'empêcher de faire. 1 100 € de loyer à Rouen représentait l'équivalent d'environ 5 mois de loyer à Chiang Rai. 1 100 € multipliés par 12 mois faisait 13 200 € de loyer annuel. À ce taux-là, mes 185 000 € de patrimoine, à supposer que je vive uniquement sur ce patrimoine sans même toucher à ma pension, me durait environ 14 ans. À Chiang Rai, le même patrimoine m'aurait duré un train de vie identique à celui que j'y menais avant, plus de 40 ans. Ce n'est pas exactement un calcul que j'ai fait à voix haute devant l'agente immobilière. Je l'ai fait dans ma tête, en hochant poliment pendant qu'elle continuait sa présentation. Elle a dû interpréter mon silence prolongé comme de la réflexion sur la question de l'ascenseur. Elle a proposé de montrer un 3e appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble plus récent avec ascenseur. Je l'ai suivi. C'est celui que j'ai finalement pris. 1 100 € par mois, 45 mètres carrés, une chambre, un séjour, une petite cuisine, une salle de bain, pas de balcon, une vue sur un parking et un mur mitoyen. Le déménagement s'est fait en 3 jours. J'ai acheté quelques meubles neufs de gamme moyenne dans un magasin de la périphérie, un canapé, une table, 4 chaises, un lit, une armoire, une commode.
J'ai récupéré quelques cartons de livres et d'objets personnels que j'avais laissés en garde-meuble chez ma fille pendant mes 3 années thaïlandaises. Le studio meublé provisoire m'a coûté au total, entre le loyer et la caution, environ 2500 euros. Les meubles neufs m'ont coûté environ 6000 euros. La caution pour l'appartement définitif équivalait à 2 mois de loyer, soit 2200 euros. J'ai dépensé environ 11 000 euros en un mois pour m'installer. Ce chiffre m'est resté en tête parce qu'il représentait, en gros, ce que j'avais dépensé pour vivre pendant une année entière à Chiang Rai. J'ai réalisé, en payant ma dernière facture pour les meubles, que je venais de dépenser une année de vie thaïlandaise en un mois de vie française. C'était pas une catastrophe. C'était juste un ordre de grandeur qui m'a fait comprendre, un peu tard, ce que représentait le décalage. Une fois installé, j'ai commencé à essayer de reconstruire une vie sociale à Rouen. J'avais imaginé, pendant les 6 mois qui avaient précédé mon retour, que cette reconstruction se ferait naturellement, presque spontanément, comme un retour à quelque chose qui m'attendait patiemment. J'avais quelques anciens collègues encore sur place, dont 2 avec qui j'étais resté vaguement en contact par courrier électronique. J'avais 2 amis d'enfance que j'avais revus systématiquement lors de mes séjours de Noël. J'avais Gwenaël à Caen, à 45 minutes de voiture. J'avais Françoise, mon ex-femme, avec qui j'entretenais des relations cordiales et distantes depuis notre divorce à l'amiable. Il y avait de quoi bâtir. Je pensais qu'il suffisait de repasser dans le tissu, comme une aiguille dans un point suspendu. La réalité s'est révélée progressivement au cours des 3 premiers mois. J'ai commencé par contacter mes 2 anciens collègues. Le premier, avec qui j'avais partagé un bureau pendant 12 ans, m'a répondu chaleureusement et nous avons pris un café en centre-ville. Ce fut agréable. Il m'a raconté sa retraite depuis 2 ans, ses petits-enfants, ses cours de peinture qu'il suivait depuis 1 an dans une association du quartier Saint-Sévère. À la fin du café, nous nous sommes serrés la main en nous disant qu'il fallait remettre ça bientôt. Nous n'avons plus jamais remis ça. Je l'ai recontacté au bout d'1 mois pour proposer un déjeuner. Il m'a répondu qu'il était pris dans les prochaines semaines par un stage de peinture et qu'il me tiendrait au courant dès qu'il aurait un créneau libre. Je n'ai plus reçu de nouvelles. Je lui en veux pas. C'est simplement que sa vie était pleine, qu'une place pour moi n'y était pas spontanément disponible et que refuser de me le dire clairement était une forme de politesse française qui me laissait dans l'ambiguïté indéfiniment. Le 2e ancien collègue m'a répondu par courrier électronique en me disant qu'il serait ravi de me revoir, mais qu'il traversait une période compliquée avec la santé de son épouse et qu'il préférait attendre que la situation se stabilise avant de fixer un rendez-vous. Cette période compliquée dure encore. Je le comprends parfaitement. Il fait ce qu'il doit faire. Simplement, sa disponibilité pour moi est nulle et elle le sera probablement encore pendant longtemps. Mes 2 amis d'enfance ont été plus disponibles, mais dans un registre qui m'a désarçonné. Le premier, avec qui j'avais partagé les bancs du lycée, était devenu membre actif d'un club de bridge qui se réunissait 3 soirs par semaine. Il m'a proposé de me joindre à eux. J'ai essayé une fois. J'ai jamais joué au bridge, je n'en connais ni les règles ni les codes, et je me suis senti pendant toute la soirée comme un enfant qui regarde ses parents jouer à quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Je les remerciai gentiment, et je n'y suis pas retourné. Le second, ancien camarade de classe préparatoire, s'était engagé bénévolement dans une association de restauration du patrimoine local. Il passait ses week-ends à repeindre des grilles de cimetières, à recenser des monuments aux morts, à organiser des journées portes ouvertes dans des chapelles délaissées. C'était admirable. Ce n'était pas ma vie. Je l'ai accompagné une fois. J'ai passé un samedi entier à décaper une grille en fer forgé sous un ciel de pluie fine. Je suis rentré chez moi épuisé, avec la certitude que je n'y retournerais pas non plus. Gwenaël était heureuse de me voir. J'ai commencé par lui rendre visite tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, puis une fois par mois. J'ai remarqué, au bout de quelques visites, un phénomène que je n'avais pas anticipé. Ma présence trop fréquente créait une pression non formulée sur sa vie familiale. Son mari, qui rentrait fatigué de ses journées de maintenance, aurait préféré des dimanches tranquilles en famille sans son beau-père. Les enfants étaient contents de me voir, mais leur samedi était déjà occupé par leurs activités, par leurs anniversaires d'amis, par leurs devoirs et leurs sorties. Gwenaël organisait mes visites avec la même rigueur bienveillante qu'elle avait organisé sa vie professionnelle et familiale. Elle me préparait un déjeuner, elle me proposait une promenade, elle sortait un album de photos. Mais je percevais dans son organisation le fait que ma visite constituait un événement qu'elle devait gérer et non pas un moment naturel de sa semaine. Elle ne m'a jamais rien dit. Je ne lui ai jamais rien dit. Nous avons tous les 2 fait, comme si tout allait bien, ce qui est probablement la manière dont les familles françaises éduquées gèrent ces malentendus quotidiens. J'ai décidé, sans lui en parler, d'espacer mes visites. 1 par mois, c'était pas plus, pas moins. Elle a paru légèrement soulagée, tout en s'en défendant à mots couverts.
Nous avons trouvé notre rythme. Tanegui, à Rennes, était plus loin. Je le voyais 2 fois par an. Nos relations étaient bonnes, mais elles avaient jamais été fréquentes, c'était pas nouveau. Il ne m'a jamais reproché mon retour, ni ne l'a célébré. Il a intégré cette nouvelle donnée dans son emploi du temps comme il l'avait fait pour mon départ 3 ans plus tôt. Sa neutralité bienveillante, que j'appréciais depuis toujours, prenait dans le contexte du retour une coloration particulière. Il ne m'attendait pas. Il ne m'avait pas attendu. Il continuait sa vie et il m'aimait dans cette continuité sans que ma présence géographique n'y change grand-chose. Françoise, que j'avais peu revue pendant mes années thaïlandaises, s'était refait une vie discrète avec un homme de son âge, ancien professeur de lettres à la retraite, dont je n'ai jamais fait la connaissance. Nous nous saluions cordialement quand nous nous croisions dans le centre-ville. Nous ne prenions pas de café ensemble. C'était pas un manque, c'était une répartition raisonnable des rôles, et je n'aurais rien voulu de plus. Simplement, cette relation apaisée ne constituait pas un tissu social. C'était un accord de non-conflit, ce qui est très différent d'une amitié disponible. Le seul lien social local qui s'est développé véritablement après mon retour a été un déjeuner mensuel avec une ancienne collègue rouennaise. Elle s'appelle Bernadette. Elle a 66 ans. Elle est retraitée du même secteur textile que moi. Elle est veuve depuis 6 ans. Elle habite un appartement dans le même quartier que le mien. Nous nous étions vaguement connus pendant nos années professionnelles, mais nous n'avions jamais été proches. Elle m'a reconnu un jour dans une boulangerie et elle m'a proposé, avec la spontanéité franche des femmes de sa génération qui n'ont plus le temps de faire semblant, un déjeuner pour parler de nos retraites respectives. Nous déjeunons ensemble un jeudi par mois dans un petit restaurant du centre. Nos conversations sont agréables. Elle est cultivée. Elle lit beaucoup. Elle a des opinions solides sur la vie française qu'elle continue de mener avec dignité. Notre relation est cordiale, chaleureuse même à sa manière, et elle est parfaitement insuffisante. Ce n'est ni de sa faute ni de la mienne. C'est une amitié tardive entre 2 personnes seules qui se rendent compte de leur solitude respective sans savoir quoi faire de cette prise de conscience. Elle a construit sa vie autour de son club de lecture, de sa fille qui habite à Évreux, de son bénévolat dans une bibliothèque de quartier. J'ai construit la mienne autour de rien qui soit local. Nous nous rejoignons 1 fois par mois pour ne pas oublier tout à fait ce qu'un déjeuner à 2 peut être. Voilà pour la vie sociale. Passons au budget, parce que c'est là que la réalité m'a rattrapé le plus vite. J'ai reconstitué méthodiquement au bout des 6 premiers mois de mon retour mon budget mensuel réel. Le loyer était de 1100 €. La mutuelle complémentaire santé, que j'avais reprise dès mon retour pour compléter le remboursement de la sécurité sociale, me coûtait 260 € par mois pour un contrat de niveau intermédiaire adapté à mon âge. L'alimentation, en cuisinant chez moi la plupart du temps et en allant au restaurant qu'1 à 2 fois par semaine, se stabilisait à environ 450 € par mois. Les transports, essentiellement des tickets de bus et quelques trajets en train vers Caen ou Paris, me coûtaient environ 140 € par mois en moyenne. Les frais courants, l'électricité, le gaz, l'eau, l'assurance habitation, l'abonnement internet, les impôts locaux étalés, l'entretien, les vêtements, les livres, les sorties culturelles occasionnelles, tout cela agrégé me coûtait environ 260 € par mois. Le total s'établissait à 2210 € de charges mensuelles. Sur une pension nette de 2400 €, il me restait donc une marge mensuelle de 190 € pour l'imprévu, l'exceptionnel, le confortable. À Chiang Rai, mon budget total, tout compris, était d'environ 30 000 bahts par mois, ce qui équivalait à peu près à 900 €. Ce budget incluait le loyer de 8500 bahts, l'alimentation d'environ 8000 bahts, les cours de thaï de 6400 bahts, les frais courants et loisirs d'environ 6000 bahts, plus mon assurance santé internationale annuelle que je répartissais mentalement sur 12 mois pour un peu plus de 200 € par mois. Ma pension française arrivait sur mon compte thaïlandais sans changement structurel et elle me laissait donc une marge mensuelle d'environ 1500 €. Cette marge, je l'utilisais partiellement pour financer mes billets d'avion vers la France 1 fois par an, pour reconstituer une petite épargne complémentaire et pour absorber sans effort les dépenses exceptionnelles quand elles se présentaient. Un ordinateur portable neuf, une réparation dentaire, un séjour dans une ville voisine, tout cela se faisait sans avoir à consulter un tableur. La différence de marge mensuelle entre les devis était de 1300 € par mois, en défaveur de Rouen. Sur une année entière, cela représentait 15 600 € de marge perdue. Sur les 20 mois qui se sont écoulés depuis mon retour, cela représente environ 26 000 € de marge perdue par rapport à ce que j'aurais pu vivre à Chiang Rai. Autrement dit, chaque année à Rouen me coûte, en pouvoir d'achat non utilisé, ce que 3 mois de vie à Chiang Rai me rapportait en épargne complémentaire disponible. Ce chiffre m'a mis dans un état étrange quand je l'ai calculé pour la première fois sur une feuille de papier. Ce n'était pas du regret pur.
C'était la prise de conscience d'un coup d'opportunité que j'avais accepté sans le mesurer. En quittant Chiang Rai, je n'avais pas seulement changé de pays. J'avais accepté une réduction structurelle de ma capacité financière de plus de la moitié. Cette réduction n'apparaît pas dans les colonnes des dépenses individuelles. Elle n'apparaît pas dans le loyer, dans la mutuelle, dans l'alimentation. Elle apparaît seulement dans la marge, cette zone entre les revenus et les dépenses qui définit la liberté d'un budget. À Chiang Rai, j'avais une marge. À Rouen, je n'en ai presque plus. Mais tout cela reste dans le registre des chiffres. Je vais maintenant aborder une dimension plus difficile à formuler, mais qui peut être la plus importante de toutes. Il s'agit de ce que j'appelle mon invisibilité française. À Chiang Rai, j'étais le Français du quartier. Les vendeuses du marché me reconnaissaient. Le patron du petit restaurant où je déjeunais parfois connaissait mon prénom déformé. Wishay savait exactement à quel niveau nous en étions dans ma progression en taille, et il me préparait des exercices adaptés. Sigrid et Pierre Hubert m'attendaient à des rendez-vous réguliers. Le propriétaire de mon appartement passait 2 fois par an pour vérifier que tout allait bien. Ma présence dans cette ville avait une place identifiée, un contour, une visibilité modeste mais réelle. J'étais quelqu'un pour un petit nombre de personnes, et ce petit nombre suffisait à me donner le sentiment d'exister dans un lieu. À Rouen, je suis un homme de 68 ans qui vit seul dans un appartement de location au rez-de-chaussée d'un immeuble récent. Personne ne sait qui je suis. Le boulanger me sourit poliment quand j'achète mon pain le matin, mais il ne me reconnaît pas d'une fois sur l'autre. La caissière du supermarché est différente à chaque visite. Le facteur ne sonne jamais parce que je reçois peu de courriers. Mes voisins d'étage sont un jeune couple avec 2 enfants en bas âge. Et nous nous saluons sur le palier avec la politesse indifférente qui caractérise les immeubles français contemporains. Personne, à Rouen, ne remarquerait mon absence pendant une semaine. Personne ne s'inquiéterait si j'arrêtais soudainement de sortir. Bernadette peut être au bout d'un mois sans déjeuner. Gwenaël, oui, si je l'appelais pas le dimanche. Mais dans mon quartier, dans mon immeuble, dans les commerces où je vais tous les jours, je suis rigoureusement invisible. Cette invisibilité, je ne l'avais pas anticipée. Je m'étais préparé à retrouver une France qui me connaissait, une ville dont je maîtrisais les codes et où mon existence aurait une visibilité naturelle. La visibilité que j'avais construite à Chiang Rai, patiemment, en 3 ans, je m'attendais à la trouver toute faite à Rouen, parce que j'y avais vécu 40 ans avant mon départ. Ce que je n'avais pas compris, c'est que la visibilité dans une ville n'est pas une propriété du lieu. C'est une propriété du tissu social qu'on y a construit ou qu'on y maintient. Mon tissu social rouennais s'était défait pendant mes 3 années d'absence, non pas par malveillance ou par oubli, mais simplement parce que la vie continue et que les liens qui ne sont pas entretenus se distendent. Ce que je craignais en Thaïlande, cette peur non nommée de l'invisibilité qui m'attendrait à 80 ans dans un appartement de Chiang Rai avec un scooter cassé, ne m'attendait pas là-bas, elle m'attendait à Rouen. C'est peut être la découverte la plus douloureuse de ces 20 derniers mois. Je veux maintenant faire quelque chose de difficile mais nécessaire. Je veux faire le bilan honnête des parties valides de ma décision. Parce que si je vous donne seulement les mauvais côtés, je serai un menteur et je veux pas ajouter le mensonge à l'erreur. Il y a des choses qui, dans mon retour en France, ont apporté des valeurs réelles. La première chose, c'est que mes petits-enfants, Julien et Constance, me connaissent aujourd'hui d'une manière charnelle qu'ils ne me connaissaient pas avant. J'étais présent à leurs anniversaires. J'ai gardé Julien pendant un week-end quand Gwenaël et son mari sont partis pour un mariage en Bretagne. J'ai emmené Constance au musée des Beaux-Arts un mercredi après-midi et j'ai vu son visage se lever vers un tableau de Delacroix avec une concentration muette que je ne lui aurais jamais découverte par écran interposé. Ces moments-là, je les ai vraiment vécus, ils sont réels. Ils constituent, dans le bilan, une colonne créditrice que je ne veux pas minimiser. Simplement, j'aurais pu obtenir une bonne partie de ces moments en augmentant la fréquence et la durée de mes séjours estivaux depuis la Thaïlande, comme le faisaient d'autres retraités français que j'ai croisés à Chiang Rai. 2 allers-retours annuels de 3 semaines chacun sur 5 ans m'auraient donné environ 30 semaines de présence charnelle auprès de mes petits-enfants, ce qui n'est pas rien. J'ai préféré, sans y réfléchir suffisamment, transformer cette flexibilité en présence permanente. Le résultat en présence charnelle réelle n'est probablement pas très différent, parce que Gwenaël et son mari ont leur propre vie et que je ne peux pas voir mes petits-enfants tous les jours sans créer un déséquilibre familial. En réalité, je les vois 1 fois par mois. 2 allers-retours annuels m'auraient permis de les voir avec la même intensité sur des périodes concentrées probablement plus mémorables pour eux. La deuxième chose, c'est mon accès aux soins. À 68 ans,
disposer d'un système de santé français, avec la sécurité sociale, avec une mutuelle complémentaire, avec un accès direct aux spécialistes de mon choix, avec des hôpitaux publics à quelques minutes de mon domicile, c'est une valeur réelle. Le docteur Gauthier Mercier-Pollan, mon médecin traitant que j'ai retrouvé à mon retour et qui me suit depuis 15 ans avant mon départ, m'a fait un bilan complet dans les 3 mois qui ont suivi mon installation. Résultat, un homme de 68 ans en très bonne santé, sans aucun signal d'alarme, sans aucune pathologie sous-jacente, sans aucune raison objective de considérer que la Thaïlande représentait un risque médical accru par rapport à la France. Il m'a dit textuellement, en signant mon compte-rendu, « Vous êtes en meilleure santé que la majorité de mes patients de votre âge, la marche quotidienne vous a fait un bien considérable, la vie plus calme, vous a probablement épargné 10 ans de dégradation cardiovasculaire. » Cette phrase-là, je l'ai reçue comme une gifle bienveillante. Il ne le savait pas. Et il constatait simplement le résultat clinique. Mais son constat était la confirmation médicale de ce que je commençais à comprendre par ailleurs. Ma douleur thoracique d'octobre n'était pas un signal du corps me disant de rentrer. C'était une somatisation légère, comme le médecin thaïlandais l'avait diagnostiqué à l'époque, et je l'avais surinvesti de sens pour justifier une décision que je voulais prendre pour d'autres raisons que je n'osais pas examiner. La troisième chose, c'est la langue française dans toutes ses dimensions quotidiennes. Elle m'a manqué en Thaïlande plus que je ne l'avais anticipé. Le plaisir de comprendre la conversation d'à côté dans un café, le plaisir d'écouter la radio en cuisinant, le plaisir de lire un journal du matin en connaissant instinctivement toutes les allusions culturelles, tout cela constitue un confort mental que je n'avais pas mesuré avant de le perdre. À Rouen, ce confort est retrouvé. Il est agréable, il est réel. Simplement, il ne compense pas, pris isolément, la perte de tout ce que j'ai décrit avant. Il constitue un plaisir latéral qui ne change pas la structure de la vie, il fait partie du décor. Il fait pas le tableau. Voilà pour les parties valides. Elles ne sont pas nulles, elles ne compensent pas non plus l'ensemble de ce que j'ai perdu. La différence de marge mensuelle, l'invisibilité française, la vie sociale reconstituée à moitié, la sensation d'avoir quitté un rythme quotidien satisfaisant pour un rythme quotidien vide, tout cela pèse plus lourd que le bénéfice réel des 3 éléments positifs que je viens d'énumérer. Le bilan net est négatif, je ne peux pas le formuler autrement. Je vais maintenant vous donner ce que je considère comme les 7 leçons de mon retour regretté, dans l'espoir qu'elles soient utiles à celles et ceux d'entre vous qui envisagent aujourd'hui un mouvement similaire. La première leçon, la plus fondamentale, est qu'il faut examiner chaque raison de retour avec la même rigueur qu'on appliquerait à une décision d'achat importante dans sa vie professionnelle. Aucune de mes 4 raisons ne justifiait à elle seule un retour définitif. Examinées collectivement, elles ne le justifiaient pas davantage. Je ne me suis pas donné le temps de cet examen. Je recommande à quiconque envisage un retour de constituer par écrit, sur une feuille de papier ou dans un document numérique, la liste de ces raisons et de les confronter à des alternatives concrètes avant de prendre la décision. Est-ce que la santé justifie le retour ? Ou est-ce qu'une meilleure assurance et un rapatriement annuel pour bilan complet suffisent? Est-ce que la nostalgie des enfants ou petits-enfants justifie le retour? Ou est-ce que davantage de séjours plus longs suffirait? Est-ce que la fatigue de la vie thaïlandaise justifie le retour? Ou est-ce que un changement de ville, un renouvellement des activités, un long voyage hors de Thaïlande suffirait? Ces questions doivent être posées par écrit. Elles doivent recevoir des réponses par écrit. Elles doivent être lues à froid 2 semaines plus tard. La deuxième leçon est qu'il faut distinguer la nostalgie de la France de la nostalgie de personnes spécifiques. Ce que j'appelais dans le salon de camp sous la pluie, ma nostalgie de la France n'était pas une nostalgie de la France. C'était la nostalgie de ma fille, de mes petits-enfants, de la présence physique dans une pièce avec des gens que j'aime. Cette nostalgie-là n'a pas pour réponse le retour en France. Elle a pour réponse davantage de temps passé avec les gens qu'on aime, sous forme de séjours prolongés, de visites croisées, de vacances communes en France ou en Thaïlande. La nostalgie de la France en tant que pays, si elle existe, doit être identifiée pour ce qu'elle est. On doit pouvoir la nommer précisément. Je regrette la boulangerie du coin de la rue de Rouen, je regrette les librairies parisiennes, je regrette la lumière normande sur les cathédrales. Alors on doit vérifier que ces éléments existent encore, qu'ils sont accessibles pendant les séjours, qu'ils justifient le prix qu'on va payer pour les retrouver quotidiennement. Dans la plupart des cas, un séjour d'1 mois par an suffit. Il ne faut pas transformer un besoin de séjour plus long en décision de retour définitif. La troisième leçon est qu'il faut jamais prendre une décision de retour définitif pendant un séjour de Noël sous la pluie normande. Le contexte émotionnel d'une décision est une donnée aussi importante que son contenu.
Un séjour familial hivernal, avec de jeunes enfants qui appellent grand-père, sous un ciel de pluie fine dans une ville qu'on a quittée 3 ans plus tôt, constitue les pires conditions possibles d'évaluation objective. Les émotions y sont amplifiées, la nostalgie y est mécanique, la comparaison entre la Thaïlande absente et la France présente est faussée par l'asymétrie de la présentation. Il faut se méfier des décisions prises pendant les séjours en France et les valider seulement après un retour en Thaïlande et une période d'observation d'au moins 3 mois. La 4e leçon est qu'il faut parler à des personnes qui ont fait le même trajet, en sens inverse. À l'époque de ma décision, je ne connaissais aucun expatrié français qui soit rentré définitivement après une vie thaïlandaise satisfaisante. Je n'ai donc pas pu bénéficier de leurs témoignages. Aujourd'hui, je connais 3 hommes de mon âge qui sont rentrés en France après avoir vécu entre 4 et 9 ans en Thaïlande. Nous nous voyons à Paris 2 fois par an, dans un petit restaurant du 14e arrondissement. Nos récits convergent tous vers le même constat. Aucun d'entre nous n'a été satisfait de son retour. Aucun d'entre nous ne le referait dans les mêmes conditions. Aucun d'entre nous ne prétend qu'il aurait dû rester indéfiniment, mais tous nous constatons que le retour a été précipité, insuffisamment examiné, et qu'il a produit une perte de qualité de vie que les gains ne compensent pas. Si j'avais eu accès à ces témoignages avant ma décision, j'aurais probablement décidé autrement. Cherchez ces témoignages. Ils existent, mais ils sont pas médiatisés, parce que les hommes qui ont fait le trajet en sens inverse ne parlent pas beaucoup de leurs regrets. Il faut aller les chercher. La 5e leçon peut être la plus concrète et la plus actionnable, et qu'il faut faire un essai de 3 mois en France avant de fermer définitivement la vie thaïlandaise. Si les 4 raisons invoquées sont réelles, un séjour d'essai suffit pour les tester sans vendre les affaires thaïlandaises, sans clôturer le bail de l'appartement, sans fermer les comptes, sans dire adieu aux amis. J'ai procédé dans l'ordre exactement inverse. J'ai vendu, résilié, clôturé, dit adieu, et je suis rentré. Le résultat est que je n'ai plus la possibilité de repartir facilement. Mon appartement de Chiang Rai est loué à quelqu'un d'autre. Mes affaires sont en France. Mon assurance santé internationale a été résiliée. Un retour aujourd'hui me coûterait plusieurs milliers d'euros en frais de réinstallation, sans aucune garantie de retrouver la qualité de vie précédente. Si j'avais fait un essai de 3 mois, j'aurais compris dès la fin du 2e mois que ma décision était mauvaise et j'aurais pu repartir sans avoir tout démonté. Cette leçon-là, je la répète autant que je peux à toutes les personnes qui m'écrivent aujourd'hui après mes vidéos. Faites un essai. N'engagez rien de définitif tant que l'essai n'est pas concluant sur une durée d'au moins 3 mois. La 6e leçon est qu'il ne faut pas idéaliser la vie sociale française retrouvée. La vie sociale française d'un homme seul de 67 ans à Rouen n'est pas la vie sociale que j'imaginais depuis Chiang Rai. Les amis d'enfance ont leur vie pleine. Les anciens collègues ont leurs habitudes. Les enfants ont leur famille. La vie sociale française ne se reconstitue pas automatiquement au retour. Elle exige un travail de construction aussi long, aussi patient et aussi incertain que la vie sociale thaïlandaise qu'on a mis 3 ans à bâtir. Ce travail-là, à 68 ans, dans une ville qu'on a quittée 3 ans plus tôt, est plus difficile que la construction initiale à 63 ans dans une ville étrangère. J'ai été plus visible à Chiang Rai à 64 ans qu'à Rouen à 67. Ce paradoxe m'aurait paru inconcevable avant mon départ. Il est pourtant exact. La 7e leçon la plus subtile, mais peut être la plus importante, est qu'il faut nommer les peurs réelles avant de prendre la décision. La peur que je n'ai pas nommée, celle de finir isolé et diminué en Thaïlande, a exercé sur ma décision une pression décisive et invisible. Si je l'avais nommée, je l'aurais examinée et j'aurais constaté qu'elle était infondée dans ma configuration spécifique. J'avais une communauté francophone modeste mais réelle. J'avais une santé excellente confirmée par des bilans annuels, j'avais une assurance internationale à garantie de renouvellement, j'avais une famille qui pouvait venir me voir et qui l'avait déjà fait avec succès. La peur d'un scénario catastrophique examiné à froid ne résistait pas à l'analyse. Elle a résisté seulement parce qu'elle est restée dans l'obscurité. Nommez vos peurs, écrivez-les, confrontez-les à vos ressources réelles. Si elles ne résistent pas à cette confrontation, écartez-les de votre décision. Si elles résistent, alors elles sont légitimes et méritent d'être prises en compte. Mais ne les laissez jamais agir dans l'ombre. Une peur non nommée est une pression qui déforme tout le reste. Voilà les 7 leçons. Je ne prétends pas qu'elles soient exhaustives ni qu'elles s'appliquent à tous les cas. Je les livre comme un ancien responsable des achats livrait un rapport après une mission mal conduite, en essayant d'identifier avec la plus grande précision possible les points où le processus a défailli et les mécanismes qui ont produit la défaillance. C'est le travail que j'ai fait sur moi pendant ces 20 derniers mois. Ce travail n'annule pas l'erreur. Il en tire, autant qu'il est possible, une utilité pour les autres. Il me reste à vous dire ce que je compte faire maintenant. Je suis pas complètement fermé à l'idée de repartir. J'y ai réfléchi honnêtement pendant plusieurs mois. Le blocage n'est pas idéologique, il est logistique et financier.
Mon patrimoine s'érode plus vite à Rouen que je ne l'aurais souhaité, et un nouveau départ engagerait des frais que je préfère éviter tant que je peux différer la décision. Ce à quoi je pense sans le formaliser encore, c'est un essai de 3 mois en Asie du Sud-Est, pas nécessairement en Thaïlande. Le Vietnam m'intéresse depuis longtemps, notamment la région de Da Nang et de Hoi An, où plusieurs anciens expatriés que je connais se sont installés récemment. La Malaisie aussi présente des attraits que j'avais pas explorés à l'époque de mon premier départ, notamment Penang et la région de Kuala Lumpur. Un essai de 3 mois, avec mon appartement de Rouen, conservé pendant cet essai, me permettrait cette fois d'agir dans le bon ordre. Tester avant de démonter. Si l'essai est concluant, je ferai un deuxième essai de 6 mois. Si le deuxième essai est concluant, je réfléchirai alors à un déménagement définitif, mais en gardant cette fois une capacité de retour ouverte pendant au moins 1 an. Je ne referai pas l'erreur de fermer toutes les portes derrière moi. Voilà où j'en suis. Je ne suis pas malheureux à Rouen, je veux pas donner cette impression. Je suis en bonne santé, je vois régulièrement ma fille et mes petits-enfants, je déjeune 1 fois par mois avec Bernadette, je lis, je marche, je fais mes courses, je paye mes factures. La vie continue. Simplement, elle continue à un niveau que je sais désormais être inférieur à celui que j'ai connu à Chiang Rai. Cette conscience-là, je l'ai apprivoisée. Elle ne me ronge pas. Elle m'accompagne. Elle sert de balise pour ne pas répéter l'erreur. Et si un jour je repars, elle servira de balise pour repartir mieux. Si vous êtes en Thaïlande depuis quelques années et que vous commencez à vous dire qu'il est temps de rentrer, je vous demande de vous poser une seule question avant de réserver votre billet. Ne vous demandez pas si vous avez des raisons de rentrer. Vous en trouverez toujours. La vraie question est celle-ci. Est-ce que ces raisons sont proportionnelles à ce que vous allez quitter? Moi, je me la suis pas posée. J'ai trouvé 4 raisons et j'ai réservé mon billet. Si j'avais pris 1 semaine pour examiner ces 4 raisons honnêtement, je serais probablement encore à Chiang Rai en train de marcher entre les rizières le matin en essayant de mettre des mots thaïs sur des choses françaises. Au lieu de ça, je suis à Rouen avec la pluie sur la fenêtre. La Thaïlande ne m'a pas trahi. Je me suis trahi moi-même. Ce n'est pas la même chose et la distinction compte. Faites l'examen, nommez vos peurs, distinguez la nostalgie du pays de la nostalgie des personnes, testez avant de démonter. Parlez à ceux qui sont revenus et qui le regrettent parce qu'ils existent mais qui ne parlent pas fort. Et si, après avoir fait tout cela, la décision de rentrer reste juste, alors rentrez avec la conscience claire de ce que vous quittez et de ce que vous allez retrouver. Ne rentrez jamais par défaut, par nostalgie confuse, par peur non nommée. C'est ainsi qu'on gâche une bonne vie. Je le sais parce que je l'ai fait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a été utile ou si vous connaissez quelqu'un qui envisage un mouvement similaire, partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres témoignages de ce type. Je reviendrai probablement dans quelques mois pour vous raconter comment se sera passé mon premier essai, si je le fais. En attendant, prenez soin de vos vies, mesurez vos décisions et n'oubliez jamais qu'une vie satisfaisante est plus rare qu'on ne le croit et qu'on la reconnaît souvent seulement quand on l'a quittée. À très bientôt.